Dans l'actualité de ce lundi, Guy Marius Sagna a été finalement libéré. L'activiste a été placé en garde à vue pour attroupement sur la voie publique et rassemblement non autorisé. Les détails dans un instant. 185 cas communautaires en 48 heures. Tous les signaux sont au rouge. La situation se dégrade sérieusement. 4 décès et 137 Covid+ rapportés ce lundi. Comment expliquer l'explosion des cas? Décryptage dans ce journal. Le pire évité de justesse à Bakel. Des heurts ont éclaté entre gendarmes et des jeunes de l'arrondissement de Moudéry. Suite à l'interdiction d'un match de football, les jeunes ont vu rouge. Ils s'en sont pris à la maréchaussée. 2 gendarmes ont été blessés. 13 interpellations enregistrées. Dans le sud du Sénégal, les 21 jeunes du village de Senghor sont tous sains et saufs. 3 parmi eux étaient encore retenus dans la forêt avant d'être libérés ce matin par un groupe armé. Un soulagement pour leur famille. On vous explique tout dans cette édition. Guy Marius Sagna a été finalement libéré. L'activiste a été arrêté cet après-midi alors qu'il venait déposer une lettre d'information au niveau de la préfecture de Dakar pour une marche pacifique. Dans un premier temps, il a été placé en garde à vue pour attroupement sur la voie publique et rassemblement non autorisé, mais il a été libéré finalement. Son avocat, nous l'avons en ligne, Maître Khoureyssi Ba, bonsoir. Vous nous entendez, Maître? Allô, Maître Khoureyssi, est-ce que vous nous entendez? Maître Khoureyssi, qui est l'avocat de Guy Marius Sagna, est-ce que vous nous recevez? Nous y reviendrons dans un instant. L'autre grand titre de cette édition, le Sénégal vit une nette accélération du coronavirus. En l'espace de 48 heures, 309 nouvelles contaminations sont enregistrées. La situation est encore peu rassurante quand on observe le nombre de cas graves. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Et pourtant, le ministre de la Santé avait formulé la demande, celle de ne pas se déplacer durant la période de Tabaski. Nous allons vers la fête de la Tabaski. Et la fête de la Tabaski ne doit pas être une occasion de propagation et de dispersion de la pandémie dans le pays. C'est pourquoi la recommandation forte que nous faisons, c'est que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise fête la Tabaski là où il est et qu'il y ait le moins de déplacements possible. Ça va nous éviter une dispersion très importante de la maladie qui peut nous créer des problèmes après. N'empêche, les dégâts sont bien visibles. Une explosion des cas communautaires au lendemain de la fête. La journée record, le 9 août, 113 cas communautaires sur les 172 échantillons revenus positifs. Les cas contacts sont estimés à 59. Le nombre de cas communautaires est bien supérieur au nombre de cas contacts. Ce fut également la même chose pour le 4 août. 27 cas communautaires contre 19 cas contacts. Et pour ce lundi, 72 cas communautaires contre 64 cas contacts sur les 137 tests revenus positifs. Au total, 424 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés depuis le 1er août, c'est-à-dire au lendemain de la fête de Tabaski. L'effet Aïd el-Adha commence à se faire sentir. Le 7 août, 82 cas communautaires contre 90 cas contacts. Le 8 août, 53 cas communautaires contre 63 cas contacts. Une situation qui interpelle plus d'un. Une question de responsabilité collective et individuelle. Le virus s'est bien installé. Semble-t-il, nous peinons toujours à apprendre à vivre avec lui. Seulement, nous devons faire face pour éviter encore le pire. Respectons les gestes que l'on ne cesse de nous rappeler. Seule arme, pour le moment, indiquée. Et le mot d'ordre est pourtant bien simple, Alassane, le masque partout, tout le temps. Dans le secteur du transport, les transporteurs pointent du doigt l'entêtement des usagers qui rechigneraient à mettre la protection faciale. Voyons tout cela avec notre reporter Mohamed Samb et Thierno Laurent Mendy. Dans ce moyen de transport en commun, le régulateur veille sur le respect du port du masque. Chaque passager doit se munir de son masque de protection pour prendre le bus. Les clients, on les impose même à porter le masque parce que c'est ce que dit la loi. Ici, le port de masque est obligatoire. D'ailleurs, je dis aux clients
Si vous ne portez pas de masque, il n'est pas nécessaire que vous montiez dans le bus. Donc, on est obligé de respecter ces mesures barrières. Souvent, nous exhortons les passagers à porter le masque. Parfois, ils comprennent facilement. Mais il y a aussi des récalcitrants. En conférence de presse vendredi passé, les restrictions annoncées par le ministre de l'Intérieur sur le port obligatoire du masque et le nombre de places autorisées dans les transports en commun sont bien suivis, avec une présence des forces de l'ordre sur la route. Ces transporteurs déplorent tout de même l'entêtement de certains usagers de la route qui ne respectent pas les mesures édictées. Les clients, des fois, ils disent que le masque peut le suffoquer. Ils ne peuvent pas respirer, donc peu importe. La maladie est là, il faut s'engager, il faut se faire violence pour ne pas être contaminé. S'il y a un passager qui ne porte pas son masque et que la police ou la gendarmerie nous interpelle, nous serons obligés de payer 12 000 francs CFA. Des acteurs du transport en commun en phase avec les forces de défense et de sécurité pour couper la chaîne de transmission de la pandémie Covid-19 a précisé que toute violation de ces dispositions prises par l'État sera punie, a prévenu le ministre de l'Intérieur. Merci Mohamed. Allons maintenant à Bakel. 2 blessés du côté des gendarmes et 13 jeunes arrêtés à Balou dans l'arrondissement de Moudéry. Ces jeunes n'ont pas supporté l'interdiction d'une partie de football et ils ont décidé d'attaquer la brigade de gendarmerie avec des jets de pierre. Un acte intolérable selon le gouverneur de Tambacounda. L'incident de Balou est inacceptable à mes yeux. L'attaque d'un symbole de l'État ne peut être tolérée. De manière souveraine, j'ai instruit la gendarmerie de procéder aux arrestations de tous les fauteurs de troubles et des leaders. Dans la nuit déjà, le ZI de Bakel et le Garci de Kidira ont encerclé Balou et Arundu pour marquer l'autorité de l'État. Et toutes les 13 personnes arrêtées seront présentées au tribunal d'instance de Bakel. C'est l'occasion de rappeler aux populations que l'État est là d'une part pour assurer leur sécurité. Mais d'autre part aussi, nous veillerons à ce que aucun groupe, aucune communauté, aucune personne ne puisse affaiblir l'autorité de l'État dans la région de Tambacounda. Et puis, je vous le disais en début d'édition, Guy Marius Sagna a finalement été libéré. L'activiste a été placé en garde à vue dans un premier temps pour attroupement sur la voie publique et rassemblement non autorisé. Nous avons son avocat, Maître Cheikh Khoureyssi Ba, en ligne. Bonsoir, Maître. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Maître Khoureyssi Ba, est-ce que vous nous entendez? Oui, ça va. Allô? Oui, vous nous entendez, Maître? Je vous entends, oui. Parfait. Quelle est votre réaction suite... Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Alors, quelle est votre réaction suite à la libération de votre client? Scolaire, là. Allô? Alors, ok, moi je vous entendais pas bien. Ça va? C'est l'essentiel. Si vous m'entendez, c'est bon. Superbe. Alors, quelle est votre réaction très rapidement suite à la libération de votre client, Guy Marius Sagna? Il y a votre émission scolaire, là, c'était dans les oreilles. Alors, manifestement, nous avons un petit souci technique. On est désolé, vous entendrez Maître Khoureyssi Ba dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, les épreuves anticipées de philosophie sont programmées mercredi, des examens qui se déroulent cette année dans un contexte bien particulier avec la Covid-19. De quoi intensifier le stress des candidats. Reportage au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis avec Ousseynou Diop, Habib Seck. Nous sommes au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Les élèves révisent les premières leçons sur la réflexion philosophique, la vie sociale et l'esthétique. Ici, on pense déjà au sujet des examens. Un peu stressé, oui. On est stressé. Un peu stressé, mais ça va. À 48 heures des épreuves anticipées, les candidates sont sous pression, mais elles sont déterminées à relever le défi. Oui, on a des professeurs qui vraiment sont prêts à nous aider, donc on n'a pas à nous plaindre.
On ne peut pas terminer le programme avec le confinement. C'est un peu difficile. On n'a pas pu assimiler tout totalement, mais on a quand même fait l'essentiel. Cette année, le programme a été écourté. Plusieurs classes n'ont pas pu terminer les cours à temps à cause de la Covid-19. Pour Henri Diatta, professeur de philosophie au lycée des jeunes filles Ahmed Fall, les candidats doivent d'abord maîtriser les méthodes de dissertation et de commentaires pour bien aborder les sujets proposés. Disons, des questions d'ordre méthodologique. Et le peu qu'on a eu à voir, essayer de maîtriser cela. Parce qu'en fin de compte, en philosophie, c'est une question de réflexion. Donc, on va vous proposer 3 sujets. Parmi ces 3-là, tout ce qu'on vous demandera, aussi bien en dissertation comme en commentaire, il s'agira de réfléchir. Et à ce niveau-là, moi, le plus souvent, ce que je dis ou ce que je donne comme conseil aux élèves, c'est de ne jamais partir des leçons vers les sujets. Mais il faut faire l'inverse. Partir toujours des sujets vers les leçons. Les épreuves de philosophie auront lieu mercredi prochain. En attendant, les candidats au bac cogitent sur les stratégies à adopter pour s'en sortir après plusieurs mois de confinement à cause de la Covid-19. Ici à Dakar, le lycée Seydou Nourou Tall rend hommage à feu Mansour Kama. Le défunt avait offert au lycée du matériel pédagogique d'environ 6 millions de francs CFA pour améliorer l'apprentissage des élèves. Suivant là-dessus, le président de l'association des parents d'élèves au micro de Aminata Maresso. Dans le cadre de ce parrainage, il nous a offert un matériel qui coûte 6 millions pour apprendre aux élèves vraiment avec les nouvelles technologies. Ce matériel est là, nous allons le visiter tout à l'heure. Et vous aurez droit à un exposé pour vous montrer quelle est la valeur pédagogique de ce matériel-là. Alors c'est grâce à ce matériel que Mansour nous a offert, et pour tout ce qu'il a fait pour nous, que les parents d'élèves ont décidé de lui rendre hommage et de faire ce témoignage solennel. Parce que ce qu'il a fait pour le lycée Seydou Nourou Tall, certainement est très infime par rapport à ce qu'il a fait pour l'ensemble des écoles du Sénégal. Venons-en à cette histoire qui a failli mal tourner pour 21 jeunes du village de Singer, c'est dans le sud. Partis chercher des fruits dans la forêt, ils ont été kidnappés par un groupe armé. 18 parmi eux ont été libérés dans un premier temps. Les 3 autres ont été finalement relâchés que ce matin. On voit tout cela avec Bakary Konté et Kali Djamé. 21 jeunes du village de Senguer dans la commune de Kaour qui étaient partis chercher des fruits sauvages, communément appelés en Wolof Mad, ont été pris en otage par des éléments supposés appartenir au MFDC dans la forêt de Bilassi dans le sud du pays. Ces jeunes ont été sévèrement battus par les assaillants. 18 ont été libérés hier soir, dont 3 dans un état grave. 3 autres ont été portés disparus. Certains avancent qu'ils étaient entre les mains de ces hommes armés. Ces jeunes ont regagné leur foyer ce matin. Jean au téléphone, ces jeunes de Senguer déclarent qu'ils avaient pris la fuite et ils étaient perdus dans la forêt. Ils se sont même retrouvés à quelques mètres de la base rebelle et ils voyaient la lumière et les mouvements de ces individus armés. Ils étaient restés sur place avant de rebrousser chemin tard dans la nuit pour ne pas tomber dans le piège de ces individus armés. Les 3 blessés ont été évacués ce matin au district sanitaire de Goudomp. On note une insécurité totale dans le Balantokunda. Souvent, ce sont des bergers tués, des personnes blessées, des troupeaux entiers emportés, des boutiques dévalisées. Les populations du Balantokunda réclament le renforcement des bases militaires sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Une aventure bien amère, Bakary. Merci beaucoup. Le ministère des collectivités territoriales a présenté ce matin sa revue annuelle. 649 agents formés, dont 312 élus et 337 agents territoriaux. L'Observatoire national des territoires mis en place, un nouveau programme de gestion des eaux pluviales réalisé. Ces projets sont rendus possibles grâce au financement de l'État aux collectivités territoriales. Une enveloppe de plus de 49 milliards de francs CFA. Toutefois, les points faibles de cette revue restent l'absence d'une fiscalité locale et le cadre de l'élu local non encore défini. Voyons tout cela avec Maimouna Ndiaye et Diafar Abba. Une présentation de revue sous format visioconférence. Élus locaux, présidents de conseil départemental, acteurs de la décentralisation ont échangé sur les réalisations de l'année 2019 du ministère en charge des collectivités territoriales. Globalement, l'année 2019 a été une année où le ministère a eu à
réaliser un certain nombre de projets, de programmes et de réformes. Sur les projets, nous pouvons noter la mise en œuvre également de la fonction publique locale. Nous pouvons également revenir sur beaucoup d'autres projets. Le PACASEN, c'est 130 milliards, mais c'est sur 5 ans. C'est-à-dire nous sommes sur quasiment la deuxième année du PACASEN. Ça, c'est 130 milliards. Nous pouvons citer également le PROJEP qui faisait 60 milliards sur la lutte contre les inondations et qui a donné un résultat probant. Pour améliorer davantage les collectivités, il est impératif de revoir le statut de l'élu et de passer à une fiscalité locale. Des chantiers qui étaient ouverts qu'il va falloir parachever, notamment en ce qui concerne la fiscalité locale des collectivités territoriales, le statut de l'élu local qui est également une problématique sur laquelle nous devons travailler. Nous devons également accélérer les réformes en ce qui concerne la fonction publique locale qui est actuellement d'actualité. Rendez-vous est donc pris le 10 octobre 2020 pour la célébration de la journée de la décentralisation, l'occasion de discuter de tous ces manquements avec le président de la République, Macky Sall. Merci Maïmouna. Et puis l'Office national de formation professionnelle a noué un partenariat avec Prodac pour accompagner les jeunes en cette période de crise dans des secteurs comme l'agriculture, des formations pour participer au développement, suivant les explications de Souleymane Soumaré, il est le directeur de l'ONFP. Aujourd'hui, nous pensons fortement que cet atelier que nous venons de faire et les métiers qui vont être validés et ces formations qui vont en découler vont permettre à ces jeunes qui sont impactés par la Covid de pouvoir avoir une solution alternative. Parce que nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, après la Covid, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont être obligés de changer de métier. Et aujourd'hui, l'Office national de formation professionnelle, pour contribuer à cette résilience, est en train de mettre en place de nouveaux métiers porteurs qui vont permettre en tout cas de capaciter ces jeunes, de les former et de leur donner une opportunité de pouvoir se réorienter ou bien se réorganiser pour continuer donc à assurer leur revenu. Adossement de plantations d'arbres aux autorisations de construire, les Rufisquois se disent séduits par cette idée. Un environnement simple peut préserver la santé selon eux. C'est un sujet réalisé par notre équipe à Rufisque. J'ai bien entendu ça à la télévision. Et effectivement, j'ai été quand même séduit par cette idée. Parce que si vous voyez dans ce pays, si vous voyagez un peu, vous verrez que dans d'autres pays du monde, il y a énormément d'arbres dans les villes et un peu partout dans la campagne. Et il y a un suivi extraordinaire sur cette question. Mais si vous venez chez nous, je prends le cas de ma ville qui est la ville de Rufisque, il n'y a pratiquement pas d'arbres. Et je pense très bien que tout le monde doit suivre cela. Pourquoi? Parce que c'est pour l'intérêt de nous-mêmes. Ce n'est pas pour l'intérêt du président ou des ministres. C'est l'intérêt de la population, du peuple sénégalais. Parce qu'un environnement sain permet d'avoir une bonne santé. Mais oui, c'est une idée vraiment très beau, très jolie quoi. Parce que chaque maison doit normalement avoir deux troncs d'arbres. Chaque ville aussi, le maire devrait recruter des jeunes pour implanter des arbres. C'est très important dans une ville, même dans un pays, c'est très normal. Qu'une telle idée puisse vraiment germer dans la tête de tout le monde. Et je crois que si l'État nous accompagne, et si les municipalités aussi nous accompagnent, il serait intéressant effectivement de voir qu'au niveau de nos villes, qu'on puisse avoir des arbres un peu partout. Parce que comme on dit, l'arbre c'est la vie. Donc je partage cette idée totalement avec Monsieur le Président de la République. Planter des arbres à l'intérieur de votre maison, surtout des arbres fruitiers, ça permettra à vos petits-enfants, aux arrière-petits-enfants de se souvenir de leur grand-père, de leur grand-mère. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils mangeront ce fruit-là, ils se souviendront toujours de vous. Et ça permettra aussi de prier pour...
Et en matière de plantation d'arbres, l'avenue Bourguiba à Dakar fait bonne figure. Vous le savez, toute cette voie est ombragée par des arbres dans les deux sens. Un cadre de vie agréable, mais surtout un modèle à reproduire selon les populations. Voyons tout cela dans ce reportage de Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Avenue Bourguiba de la capitale sénégalaise. Une des rares allées à présenter ce décor. Des arbres qui encerclent la voie, une aubaine pour les populations, surtout celles qui attendent des voitures, comme sur cet arrêt. Une bonne chose, le fait d'avoir des arbres qui longent l'avenue Bourguiba. Donc ça nous permet, nous qui attendons parfois le bus, d'être à l'ombre. Et puis voilà quoi, si ça peut se généraliser sur toutes les grandes avenues de Dakar, ce serait une bonne chose en fait. De l'avis des riverains, ces arbres ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont inscrites dans l'histoire de la ville à travers une campagne de reboisement initiée après les indépendances. C'est là où on organisait les premiers défilés militaires au lendemain des indépendances. Nous, on était cachés dans les arbres pour assister au défilé. Donc ces arbres-là qui sont sur l'avenue Bourguiba, qui s'appelait avant la route des Puits, ce sont des témoins de l'histoire du Sénégal. Et s'ils pouvaient parler, ils allaient nous raconter énormément de choses sur l'implantation des Sicap Baobab, sur l'implantation des amitiés, mais sur tout ce qui s'est passé ici, sur cette avenue-là. Les arbres purifient l'atmosphère en absorbant du gaz carbonique et en rejetant de l'oxygène, estiment les scientifiques. D'où l'intérêt d'insister sur l'importance de l'arbre. Puisque l'homme est dépendant de la nature, il se doit de préserver cette nature-là. Ça, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quoi? Ne serait-ce que dans la manière de tailler les arbres, c'est cela qui me chagrine un tout petit peu. Il faut reboiser à outrance. D'ailleurs, l'idéal serait été un Sénégalais, un arbre. On est plus ou moins 14 millions, on aurait 14 millions d'arbres. 14 millions d'arbres dans ce Sénégal-là, ça aurait fait quelque chose. L'arbre pour le bien-être et pour l'amélioration du cadre de vie, une solution pour la lutte contre le changement climatique, autant de vertus qui incitent les autorités à encourager le reboisement. Merci, Cheikh. À Fatick, le gouverneur plaide pour un renforcement des effectifs et des moyens logistiques du service régional des eaux et forêts. D'après Seynabou Gueye, cela pourrait permettre une meilleure surveillance des forêts classées de la région. Elle est interrogée par notre équipe à Fatick. Au plan régional, au niveau de certains axes, surtout au niveau des frontières, c'est là-bas où quand même on a beaucoup de difficultés. Parce que tout simplement, nous avons des frontières un peu poreuses où la gestion est très difficile. Et je crois qu'il serait bon aujourd'hui de renforcer les services des eaux et forêts en personnel humain, mais aussi en matériel roulant. Et leur permettre, ce qui va leur permettre aujourd'hui de mener grandement leur mission. Parce que aussi, je sais que c'est une réalité. Ils sont là parfois, il y a des coupes qui se font véritablement sans autorisation. Et c'est vrai que c'est ces coupes-là aujourd'hui qui constituent le problème au niveau de notre région. Mais j'estime que si on a réellement les éléments, c'est-à-dire le personnel humain, et qu'à côté aussi il y a le personnel roulant, il y a aussi les moyens roulants plutôt, je crois que nous pouvons espérer faire face à cette situation dans la région. Et puis en sport, la NBA Africa, la filiale africaine de la Ligue nord-américaine de basketball, change de patron. Le Sénégalais Amadou Gallo Fall cède sa place à Victor Williams, expert financier d'origine sierra-léonaise. Il va prendre fonction à partir du 17 août. Amadou Gallo Fall reste en revanche dans le giron de la NBA. Il est désigné président de la Basket African League, une ligue co-organisée par la NBA et la FIBA. Basket toujours, Yacine Diop quitte les États-Unis pour la Russie. L'ailière de l'équipe nationale féminine de basket a signé, vous le savez, un contrat d'1 an avec un club russe. Les détails avec Pape Farnig. La nationale sénégalaise de 24 ans, Yacine Diop, rejoint l'élite russe. L'ailière des Lions quitte les États-Unis. Yacine Diop a signé un contrat d'1 an. La Lyon de basket évoluait dans l'équipe des Cardinals de Louisville, où elle était depuis 2014, notamment 4 ans d'exercice dans l'université de Pittsburgh. Mais avec Louisville, lors du précédent exercice, la vice-championne d'Afrique en 2019 a joué 32 matchs pour 9,6 points marqués et 3,5 points rebonds réalisés.
avec ce contrat, elle a toujours une chance de jouer dans ce championnat prestigieux, car elle n'a signé qu'une année avec les Russes. Elle est aussi championne d'Afrique de la catégorie avec l'équipe nationale féminine de basket. Merci Pape Farah. Et puis la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports continue de rendre hommage à son secrétaire général Bourhama Ali Djarouna, décédé à Dakar. Les membres de la Confégès présents à la levée de corps ce lundi regrettent un homme travailleur et consensuel. Pour Mohamed Rabin Oumarou Moussa de la cellule de communication de Confégès, la jeunesse francophone et surtout africaine a perdu un de ses grands défenseurs et souteneurs. Quelqu'un qui faisait passer le travail avant tout. C'est un homme disponible. C'est un homme surtout à l'écoute des problèmes des autres. J'ai vu durant toutes mes années un homme qui faisait passer les autres avant lui et qui se préoccupait énormément de l'avenir de cette jeunesse africaine. Très grande perte pour nous. C'est pas évident, nous acceptons, c'est brutal, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais on fera avec. On va faire avec, on va continuer son œuvre, on va continuer son œuvre. On va respecter tous ces principes qu'il a laissés et faire perdurer sa vision vraiment du développement de la jeunesse, de l'épanouissement de la jeunesse, de l'inclusion de la jeunesse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez ce soir Madame Diarissou.